voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici donc embarqués pour un nouveau voyage dans les sciences. Cette émission qui accueille des chercheuses, des chercheurs de tous horizons qui nous parlent de leurs travaux, de leurs recherches, de leur enseignement également, puis qui nous dévoilent leur motivation, leur cheminement, et tout cela avec la volonté de transmettre aux jeunes filles et garçons le désir de s'engager sur ces voies. Je suis donc avec Jean-Louis Coatrieux. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Donc homme de lettres et scientifique, internationalement reconnu pour ses travaux en imagerie médicale, modélisation de systèmes complexes et intelligence artificielle. Alors c'est pour tout ça qu'on va parler aujourd'hui, puisque notre invité, que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, donc le professeur Jean-Philippe Verroy, chirurgien cardiaque au CHU de Rennes. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Félix, bonjour Jean-Louis, bonjour aux auditeurs de Radio Laser. Alors, heureux bien sûr, un peu impressionné en ce qui me concerne. Je vais donc te laisser la parole Jean-Louis et je me permettrai d'exprimer de temps en temps des questions et puis de jouer le maître du temps, ce qui est quand même un rôle assez prestigieux. Tout à fait. Écoutez, c'est aussi avec beaucoup de plaisir qu'aujourd'hui je retrouve l'ami Jean-Philippe Verroy, puisque nous nous côtoyons dans un certain nombre de lieux, y compris évidemment en recherche. Et donc, on va refaire un petit peu l'histoire de sa venue à Rennes, mais en commençant quand même par les origines. Alors, les origines, Verroy, c'est un nom qui vient d'où ? Et il y en a un second en plus qui vient encore d'ailleurs. Alors, quelle est cette histoire ? Alors, mon nom c'est Verroy du côté de papa et puis Roquezani du côté de maman. La famille paternelle est issue est flamande et du nord de Lille et d'un quartier de Lille qui est au nord de Lille. Et puis du côté de maman, c'est plutôt la Méditerranée et la Corse. Très imprégné, avec une éducation et une dualité finalement d'éducation entre la rationalité du Nord et puis le petit côté système D du Sud qui a un petit peu guidé ma vie, mes choix et qui ont imprégné les décisions de mes orientations professionnelles. Alors, 2 lieux déjà, mais un troisième après. Donc, une arrivée à Rennes, et donc, quelque part, 3 racines, et qu'il faut faire vivre aussi. Donc, alors, Rennes, pourquoi Rennes à un moment donné ? Exactement. Donc, Rennes à un moment donné, déjà, la reconnaissance nationale des qualités de la formation en chirurgie de cette école universitaire rennaise, ça a été une des premières choses. La deuxième, pour faire une spécialité médicale à l'époque, on passait un concours que l'on passe toujours maintenant, mais qui a pris un autre terme. Et les aléas de ce concours faisaient qu'en fonction de votre place, vous pouviez choisir la ville où vous vouliez être enseigné et être formé et la spécialité que vous vouliez envisager de faire. Donc voilà, ce qui fait que au final, je dis toujours, dans mes veines coule la Somme et les Hauts-de-France, dans mon aorte souffle la Bretagne et dans mon cœur se bat la Corse. Voilà. C'est joliment dit, bravo. Voilà. Alors, bon, avant d'arriver à Rennes, évidemment, là, c'était déjà dans une position d'interne, chirurgien, interne. Il y a eu quand même un certain nombre d'autres épisodes et ce qui nous intéresse avec Félix le plus souvent, c'est le parcours finalement, et ça intéresse évidemment les jeunes, puisque nous avons deux stagiaires avec nous actuellement. Quel est le parcours finalement qui a été le vôtre et qui vous a amené à vous tourner vers la chirurgie ?
Alors c'est un parcours que je peux dire maintenant un petit peu particulier parce que il n'a pas du tout suivi les carrières habituelles des gens qui deviennent professeurs agrégés de chirurgie. J'étais moi à l'époque élevé à l'école primaire de mon village où mon papa était maire à 20 km au sud d'Amiens, dans la Picardie profonde, où j'ai fait cette école communale. Je suis parti ensuite pensionnaire dans un lycée et dans un collège qui était jésuite. Donc à Amiens, ça rappellera peut-être des choses, le collège et le lycée de la Providence. Et malheureusement, en troisième, je savais déjà ce que je voulais faire. J'ai toujours été très intéressé par la médecine, mais pour le côté des gens. Voilà, les gens m'intéresse, la vie des gens m'intéresse et la souffrance des gens n'était pas pour moi une barrière, mais au contraire quelque chose qui me permettait de penser à comment aider l'autre sans discours trop naïf. Et donc en troisième, malheureusement, je n'étais pas à la hauteur de mes prétentions et j'ai été orienté dans un système court d'études, un BEP. Qui était à l'époque chez les jésuites un BEP frigoriste et donc c'était un petit peu compliqué pour mes parents. Mon papa était dentiste dans le village où j'étais et ne voyait pas pourquoi les choses allaient s'arrêter comme ça, ma maman encore moins. Donc j'ai dû passer des tests pédagogiques et psychologiques et à la Toussaint de cette première année de BEP, on m'a extrait et on m'a remis dans le cursus je dirais qu'on appelait à l'époque générale, en seconde, qui était une seconde AB. À l'époque, on appelait ça seconde AB, qui était sciences économiques. Et j'ai passé au final un bac sciences économiques qui n'était absolument pas le bac qu'il fallait à l'époque pour pouvoir s'attaquer à la première année de médecine. Mais il y avait à Amiens une valeur qui était que la motivation des étudiants était d'abord la première chose. Et on n'empêchait pas comme dans d'autres facultés françaises à l'époque, si je vous parle des années 80, 81, 82, on n'empêchait pas les gens de s'inscrire en médecine s'ils étaient motivés. Donc vous imaginez bien, je suis arrivé en médecine, je ne savais même pas comment on écrivait chimiquement le sodium. Donc j'ai mis 3 ans pour avoir ma première année de médecine. Donc un bac B littéraire ou sciences éco et puis un triplement. Qui m'a permis d'arriver ensuite dans une discipline que je ressentais. Donc à partir de ce moment-là, étant dans mon élément, j'ai pu progresser normalement dans mes études de médecine pour arriver en 6e année et passer le concours pour être chirurgien. Voilà. Donc et je suis très content de ce parcours parce que j'ai été avant d'être interne, j'ai été médecin généraliste. Parce que à l'époque, on m'avait dit, tu vois, déjà, tu as eu un bac littéraire, tu viens de réussir ta médecine générale. À l'époque, il n'y avait pas de concours pour la médecine générale. Donc, c'était la filiation normale. Et d'être médecin généraliste, ça me plaisait. Et j'ai été installé comme remplaçant principal d'un médecin dans mon village, où j'étais le gardien de but et le médecin du village pendant 2 ans. Et ça aussi, ça m'a fait rentrer à l'hôpital avec une autre vision du patient. Le patient qu'on va voir chez lui, c'est pas du tout le patient qui est un petit peu stressé de venir à l'hôpital. Et la discussion et la relation médecin-patient est complètement autre en médecine générale que en médecine, je dirais, plus hospitalière. Oui, c'est une belle leçon de vie qu'on vient d'entendre parce que souvent les trajectoires sont régulières, etc. Et là, ça montre que en fait, tout est possible. Je veux dire, à un moment donné dans sa vie, on peut basculer dans ce qu'on a vraiment envie de faire, malgré des chaos. Ayant eu lieu auparavant. Oui, moi je trouve ça absolument admirable et finalement que personne n'est programmé d'avance pour faire la filière et rester dans les rails jusqu'au bout. Oui. Ça c'est vrai et à ce moment-là l'extérieur va conditionner vos motivations, c'est-à-dire que je crois au fait de rencontrer des gens qui à un moment donné vous donnent confiance en vous et vous disent c'est pas parce que c'est pas inscrit dans le marbre que tu ne peux pas essayer. Et là je remercierai sincèrement mes parents pour ça, c'est que ils n'avaient pas été bloqués par le fait des redoublements, des hésitations, des choses comme ça et il y avait un soutien. Mais on peut avoir des amis, on peut rencontrer des gens qui à un
moment donné vous comprennent et vous soutiennent. Et ça, je crois que ce sont des éléments de vie importants. Et votre question est intéressante parce qu'aujourd'hui, il s'est passé l'an dernier une chose importante dans les études médicales, c'est qu'il y a 2 possibilités maintenant pour faire des études médicales. Il y a soit la voie de l'ancien concours, qui va représenter 50% des gens qui vont être reçus en médecine, et aujourd'hui, par le biais des inscriptions dans des licences, qu'elles soient des licences littéraires, psychologie, sociologie, mais mathématiques et scientifiques, eh bien, on peut revenir dans le cursus médical en suivant sa première année de licence, plus en y ajoutant des UE de médecine, on va pouvoir accéder à un jury qui va choisir que l'autre partie, l'autre 50% des médecins qui vont être formés seront intégrés par une voie différente que celle du concours scientifique. Et ça, l'expérience que j'ai vécue, moi, 25 ans auparavant, mais différemment, de voir qu'aujourd'hui, elle a été finalement, alors c'est pas mon expérience, on est plusieurs comme ça sur le territoire français, a été un petit peu entendue. Et on a introduit cette flexibilité parce que j'étais vraiment persuadé que l'état de médecin n'est pas un état forcément scientifique. On a besoin de médecins scientifiques, mais on a aussi besoin de médecins avec une certaine culture générale, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit économique, sociologique. Et le fait d'arriver à pouler ça est probablement une belle chose, une belle nouvelle montée de sève dans le futur portrait du médecin. Je crois que c'est très important là, cette information, parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit connue du grand public et de tous les jeunes qui se posent des questions sur leur devenir. Je crois que ces passerelles-là représentent quelque chose de fondamental, en fait, qui répond à ce que tu évoquais, Félix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses déterminées à l'avance qui sont à subir quelque part. Alors, trajectoire quand même impressionnante, parce que aujourd'hui, chef de service de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire au CHU de Rennes, mais aussi président de la société française correspondant à ces disciplines. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, en particulier pour ce qui concerne Rennes, c'est quand même pas rien. La chirurgie cardiaque est numéro 1 depuis 8 ans dans le classement du Point. Je crois que le vasculaire, autrement, est très très bien classé dans le 6e ou de toute façon dans le top 10, quelque part. La stimulation cardiaque aussi, enfin c'est impressionnant. Donc comment on arrive à... Alors évidemment, il y a les anciens sans doute, mais comment on arrive à une telle performance aujourd'hui ? Alors ça c'est une bonne question, et en fait c'est vrai que c'est en se retournant, quand on a la tête dans le guidon, on voit pas les choses arriver, et puis après on fait une petite pause et on voit. Je crois qu'il y avait ici en Bretagne et à Rennes un vrai nid pour la qualité de la formation médicale, et que la chance a été de rencontrer des chefs de service, des chercheurs qui ont su travailler en même temps les qualités techniques, scientifiques des individus, mais accorder aussi une importance aux qualités humaines, et de pouvoir arriver à un moment donné, il y a un alignement de planètes qui fait que cette couveuse est une couveuse d'excellente qualité, parce que en même temps que les gens sont dans l'excellence de la pratique technique, ils ressentent un épanouissement humain. Et à Rennes, j'ai eu la chance, avec mes prédécesseurs, Yves Loget, Alain Le Guerrier, d'avoir cette culture-là, et de sentir le besoin de la transmettre et de la relayer. Alors, c'est pas l'effet d'un seul homme, justement, c'est la culture de l'équipe. Dans la discipline de la chirurgie cardiaque, il y a eu les pionniers, qui sont les années 50, 60, 70, où on a commencé à élaborer la possibilité d'arrêter le cœur, de pouvoir le protéger, et puis de travailler dessus et de le réparer, je dirais. Et puis, il y a eu la période des années 90, qui ont été la période des équipes, où là, on a compris que on ne pouvait plus bâtir les choses sur un seul homme, mais qu'il fallait être capable et en capacité d'agréger différentes personnes qui allaient se compléter.
tout en respectant leur espace, leur respiration, pour pouvoir ça. Et là, je crois que ma trajectoire, qui est passée par les blocages du système pour pouvoir avoir le concours, ensuite la médecine générale et puis la chirurgie, ont fait qu'il y avait à un moment donné cette capacité de comprendre un petit peu l'autre et de lui laisser sa respiration. Alors, on va revenir sur la notion d'équipe parce qu'elle est fondamentale, je crois, en chirurgie, mais peut-être pour cerner un peu mieux la chirurgie cardiaque. Peut-être que de l'extérieur, on voit le cœur comme étant un organe relativement simple, une sorte de muscle qui bat de manière à peu près régulière. Et évidemment, le cerveau reste un peu ce mystère du point de vue de la compréhension de tout ce qui peut s'y passer. Mais le cœur, c'est aussi quelque chose de compliqué. C'est pas seulement un muscle, c'est... Alors... Vous avez raison. Le cœur, c'est avant tout, on pourrait réduire ça si on se positionne si la chirurgie est un artisanat sophistiqué. Le cœur, c'est un phénomène de pompe qui va permettre d'envoyer de l'oxygène dans les organes. Et le sang, le globule rouge, c'est un petit wagonnet qui est capable d'agglomérer des molécules d'oxygène et qui va, au travers des artères, aller se balader dans tous les organes et déposer cet oxygène. Alors, l'organe principal, vous l'avez dit, Jean-Louis, c'est le cerveau. Et puis, j'ai la chance d'être avec Félix. On ne dévoilera pas que vous avez côtoyé le service et subi ce genre d'interventions qui sont nécessaires et qui vous permettent aujourd'hui, 11 ans après, de continuer votre vie presque comme si de rien n'était, on peut dire. Et par contre, au moment où il faut travailler sur ce cœur, c'est quelque chose de très lourd parce que les risques sont que le cœur ne reparte pas. Le cœur est un muscle sophistiqué qui est chargé à la fois d'envoyer du sang avec de l'oxygène et de récupérer le sang qui n'a plus d'oxygène pour l'envoyer dans les poumons, se réoxygéner et revenir dans le cœur pour repartir dans les artères. Et donc, il y a la concomitance de ces deux va-et-vient qui sont très sophistiqués. Le chirurgien, lui, n'est qu'un ouvrier de ce système, mais la nature, elle, a créé quelque chose d'éminemment sophistiqué. Alors, ce qui a été très difficile, c'est que l'histoire avait marqué qu'il fallait pas toucher au cœur parce qu'il était auréolé de la culture religieuse du Sacré-Cœur. Et que Galien, à l'époque, avait dit, voilà, celui qui touchera le cœur, et jusque dans les années 1870, où justement d'éminents professeurs de médecine comme Paget et d'autres avaient dit, celui qui touchera le cœur doit être condamné. Donc, on n'avait pas le droit de toucher au cœur, on avait le droit de le comprendre, on pouvait l'imager par des dessins, mais on ne pouvait surtout pas le réparer. Et ce sont les guerres napoléoniennes qui ont commencé à faire comprendre que des fois, on pouvait sauver des gens. Et puis, la sophistication a été jusque dans les années 50, où on a compris comment arrêter le cœur avec des liquides potassiques remplis de potassium et froids à 4 degrés. Et qu'à ce moment-là, on l'arrêtait. Et quand il était arrêté, le chirurgien pouvait venir changer ou modifier certains éléments qui sont essentiellement les valves et les artères du cœur qu'on appelle les artères coronaires que l'on peut shunter avec des vaisseaux et des pontages. Les valves, alors peut-être une définition parce que tout le monde ne connaît pas. Tout à fait. La valve, finalement, comme je vous l'ai dit, le cœur est une pompe, est une double pompe et comme toutes les pompes, il y a des clapets. Donc, si on vulgarise le nom de cette valve, c'est un clapet qui permet au sang d'être propulsé. Au moment où le cœur se contracte, il éjecte le sang. Et pour éviter que le sang ne revienne dans les cavités, la valve derrière se referme. Si elle ne se referme pas, à ce moment-là, la cavité du cœur qui est censée recevoir le sang va se dilater. Et si elle se dilate trop, on va arriver à ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur n'aura plus la force. Comme un ressort, il a été trop étiré et il n'est plus capable de revenir à sa position initiale pour permettre d'éjecter. Ça, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Et l'autre problème qui peut arriver sur les artères, Félix, c'est qu'en effet, si cette artère se bouche, le globule rouge n'arrive plus à passer dans les tissus et le tissu ne reçoit plus d'oxygène et on a ce qu'on appelle le fameux infarctus. Infarctus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxygène qui arrive dans le tissu cardiaque et le tissu cardiaque meurt. S'il meurt trop,
eh bien la pompe devient défectueuse. Alors, les principales interventions aujourd'hui en chirurgie cardiaque. Alors, le remplacement des valves cardiaques, soit par les voies habituelles en ouvrant le sternum et en arrêtant le cœur, soit maintenant par les voies naturelles, et ça c'est la sophistication. Je disais que la chirurgie cardiaque est un artisanat sophistiqué, et sa sophistication est due aux avancées technologiques, aux avancées des moyens qui permettent de plus en plus d'essayer de ne plus ouvrir l'individu et de passer par les voies naturelles que sont les artères ou les veines. Donc on remplace les valves, on ponte les artères coronaires, c'est-à-dire qu'on détourne le sang pour qu'il puisse passer au-delà de l'obstacle. Et puis, une troisième intervention qui est le remplacement complet du cœur, qu'on appelle la transplantation. Alors, est-ce que sur ce plan-là, justement, on peut faire le point aujourd'hui de l'état de l'art? Alors, c'est la greffe, là. Ce qu'on évoque, c'est la greffe, mais il y a aussi le cœur artificiel qui a fait des manchettes pendant un certain temps ces dernières années. Est-ce qu'on peut faire le point sur ces deux aspects? Alors je pense que le point vient vraiment à propos parce qu'il permet de montrer justement la dualité de la recherche entre la recherche, je dirais, technologique mécanique et la recherche technologique biologique. Jean-Louis nous amène sur un sujet qui est très important, c'est-à-dire que nous manquons de greffons cardiaques puisque malheureusement le malheur d'un individu va faire le bonheur d'un autre. Ça, c'est la philosophie sociologique de la greffe. C'est-à-dire qu'une personne décède, on récupère son organe et on va aller l'implanter sur une autre personne à condition qu'il soit compatible. Et aujourd'hui, on a à peu près 700 personnes qui attendent un cœur sur liste d'attente et nous n'avons que 350 greffons par an, c'est-à-dire 350 cœurs que l'on va pouvoir transplanter. Alors, bien sûr, l'homme, toujours dans sa quête de recherche, a essayé de mettre au point des cœurs artificiels mécaniques. Donc, ces cœurs peuvent soit remplacer la moitié du cœur, c'est ce qu'on appelle les LVAD, c'est-à-dire des pompes qui vont être implantées dans le cœur gauche et qui va suppléer le système de pompage du cœur. Et puis, on va avoir des cœurs complets, des cœurs artificiels complets, où on va remplacer les deux côtés du cœur pour qu'on ait une pompe mécanique à l'intérieur du thorax. Et le plus connu en France, c'est le fameux cœur Carmat, qui est un cœur artificiel qui a été créé par un chirurgien français, le professeur Carpentier, et puis une industrie française qui était Matra, donc d'où le nom Carmat, Car pour Carpentier, Mat pour Matra. Et en même temps, à un moment où aujourd'hui les investissements dans la recherche du cœur mécanique avaient tendance un petit peu à s'amenuiser, on a, et ça a été annoncé il y a un mois maintenant, plus d'un mois maintenant, on attend des nouvelles, la fameuse possibilité d'implanter, de faire des espèces de xénogreffes qui sont d'implanter le cœur d'un animal à la place du cœur de l'homme. Et là, le cœur qui a été choisi, c'est le cœur de cochon. Parce que sur le plan immunitaire, ce cœur avait des intérêts pour la recherche. Et on est arrivé à plus de, je crois, 16 modifications génétiques pour faire en sorte que le corps du receveur de ce cœur ne se rebelle pas contre le cœur et ne le rejette pas. Et donc, toujours comme toujours en recherche, eh bien, au moment où on est arrivé quasiment à l'ultime du cœur mécanique implantable, arrive le cœur biologique implantable. Et donc là, on est vraiment dans une question éthique et bioéthique de la recherche et de se dire où est-ce que nous allons orienter les capitaux? Est-ce qu'il faut continuer sur le cœur biologique ou est-ce qu'il faut arrêter le cœur mécanique? Et on est vraiment dans une position aujourd'hui où les questions se posent. Je voudrais rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes dans Voyage extraordinaire dans les sciences, l'émission créée et animée par Jean-Louis Coatrieux. Nous recevons aujourd'hui le professeur Verroy, chirurgien cardiaque au centre cardio-pulmonaire du CHU de Rennes. Félix, je trouve que la discussion est intéressante parce que je suis face à quelqu'un qui sait de quoi je parle parce qu'il l'a vécu dans sa chair et que avec le recul, en effet, on voit, on arrive aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que on arrive dans une vie
à voir des évolutions extraordinaires. J'imagine que les bâtisseurs de cathédrales, et on le sait très bien, n'avaient pas vu l'édifice final. Léonard de Vinci avait pensé à des choses qu'on applique aujourd'hui grâce à sa recherche, et il était intuitivement persuadé que c'est comme ça que les choses avaient évolué, et il avait raison. Sauf qu'il n'y avait pas les moyens technologiques pour le prouver. On voit aujourd'hui des gens qui ont la culture de la recherche ressortir des idées d'il y a 100 ans, 200 ans, voire 500 ans, et les capacités technologiques aujourd'hui permettent de faire aboutir les projets. Donc, on n'est pas forcément un innovateur. On est à un moment donné de sa vie, il y a une adéquation entre la pensée scientifique et la qualité technologique en termes de recherche. Et c'est pour ça que ce métier de médecin-chercheur a un vrai sens. Il faut que l'on soit associé à ça. Et en ça, Jean-Louis Quatrieux avait compris il y a 20 ans que il fallait que ce couple entre le médecin et le chercheur puisse s'organiser, puisse s'autonomiser, et que le discours soit finalement entendable par l'un et par l'autre. Parce que le médecin, s'il est un chirurgien, ne peut pas être chercheur à temps plein. Le chercheur, lui, n'a pas forcément d'appétence pour le contact avec la douleur, le sang, le côté charnel de la chirurgie. Mais par contre, si on leur organise des temps de pause dans un même bâtiment accessible, facile, eh bien là, on va nourrir quelque chose qui va permettre d'aller plus vite et de profiter plus rapidement à ses congénères. Moi, que les choses profitent à des gens dans 30 ans, dans 40 ans, je me lève le matin pour ça. Mais si en plus je vois de mes congénères profiter de ces moments riches, eh bien c'est encore plus valorisant. C'est le bonheur. C'est le bonheur, bien sûr. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le service, qu'est-ce qu'une équipe chirurgicale aujourd'hui, qui est là, des profils extrêmement différents, je suppose. Chacun a un rôle très précis, parce qu'il y a le temps est évidemment un paramètre très très important. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu ce qui se passe à ce moment-là? Alors, en effet, je crois que la chirurgie cardiaque, au-delà d'être une discipline, c'est un état. Mais c'est un état à la fois psychologique, physique et puis géographique. Le chirurgien cardiaque est souvent mis sur un espèce de piédestal duquel il faut qu'il ait la capacité de descendre, parce que c'est une discipline qui nécessite beaucoup de transversalité, c'est-à-dire que pour arriver à opérer un patient du cœur, il faut que l'on puisse agréger autour de nous de l'excellence dans toutes les étapes. Alors, la chirurgie, c'est 3 étapes importantes. Le préopératoire, c'est-à-dire comment on conditionne une personne à être opérée. Et là, on a des infirmières, des aides-soignantes, un parcours de soins particulier, une préparation où l'on doit essayer de mettre en confiance l'individu qui va être opéré. Ensuite, il y a le opératoire. Là, on est plutôt dans un espace technologique comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire que on parle de choses très humaines, très vitales, mais autour, il y a une technologie qui fait que si elle ne fonctionne pas, on rapportera pas notre témoignage. Eh bien, au bloc opératoire, c'est pareil. Il va y avoir un chirurgien qui est aidé d'un deuxième chirurgien, un patient qui s'occupe, un technicien spécialisé qui est d'un niveau d'un ingénieur biomédical qui s'occupe de la perfusion, c'est-à-dire quand on arrête votre cœur, il faut continuer d'alimenter votre cerveau, vos reins et votre foie. Et là, on a une machine qui s'appelle une circulation extracorporelle qui va fonctionner pendant l'arrêt du cœur. Et puis, il faut un anesthésiste et une infirmière anesthésiste qui vont gérer tout le côté de le corps ne doit pas bouger, la personne ne doit pas avoir mal pendant qu'on l'opère. Ça, c'est important. Et la dernière étape, c'est le post-opératoire. Donc, il est immédiatement après l'opération. Ça se passe en réanimation, où là encore, on a des corps de métier, infirmières, aides-soignantes, anesthésistes réanimateurs. Et la chance que nous avons à Rennes et qu'on essaye de déployer sur tout le territoire, bien sûr, c'est que l'équipe qui vous endorme soit l'équipe qui vous réveille. Et ça, c'est très, très important. Et on a cette qualité-là
ce parcours de soins. Donc aujourd'hui, le service de chirurgie cardiaque, pour répondre de façon rationnelle, c'est 311 professionnels qui travaillent au quotidien pour opérer plus de 2500 patients par an. Pas que du cœur, 1200 du cœur, 1000 des vaisseaux, et puis il y a toute la partie de la chirurgie pulmonaire qui fait partie également de l'équipe. Donc, petite entreprise, 311 personnes. C'est beaucoup. Ça, c'est le côté médical, et je voudrais, non pas par démagogie, mais dire que aussi, il faut structurer ces personnes, il faut les organiser, et donc, il y a une administration avec une organisation de cadres, une organisation de directeurs qui vont nous permettre de pouvoir évoluer aussi sur un plan, je dirais, plus administratif, et qui font partie de l'équipe. Je n'aurais pas cette organisation-là, je ne pourrais pas être au four et au moulin. C'est impossible. C'est impossible. Donc, pareil, trouver une adéquation entre le système administratif qui a ses contraintes et puis le système médical qui, lui, a ses exigences. Contraintes, exigences, c'est un petit peu la vie de tout le monde, quoi. Et est-ce qu'il y a des talents particuliers qu'il faut quand on est chirurgien ou dans l'équipe comment on gère le stress, par exemple? Comment on gère peut-être aussi la durée? Parce que des fois, les interventions peuvent être longues. Alors, vous avez tout à fait raison, Jean-Louis. Il y a une spécificité. Je ne voudrais pas que ça soit pris pour de la prétention, mais voilà. Quand vous opérez le cœur, c'est un petit peu quand vous opérez le cerveau, vous prenez un risque de vie et de mort. Ce qui veut dire que tout le personnel qui travaille avec nous est contraint toute la journée à discuter, ou en tout cas à ressentir en responsabilité la vie et la mort d'un individu en instantané. C'est-à-dire qu'il y a peu de professions qui vont être confrontées à est-ce que ce patient va vivre ou est-ce qu'il va mourir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il vive? Et ça, c'est la vie du service. Ce manichéisme, ce souffle de vie et de mort pour lequel on se sent en responsabilité. Donc, je crois que la première chose, c'est la vocation. Il y a un ressenti personnel, on le voit bien avec les collègues qui nous entourent, un ressenti de positionnement vis-à-vis de la spécialité, de la vie et de la mort, et d'être capable d'encaisser déjà ce traumatisme psychologique, parce que c'est quand même percutant. Ensuite, il y a la passion, la vocation, la passion. La passion, c'est celle qui va vous faire résister physiquement. Je dis toujours, la vocation et la passion, c'est le pansement des blessures du métier. Parce que les échecs de notre métier, c'est la mort. C'est-à-dire qu'une aide-soignante, une jeune infirmière, un jeune chirurgien va vivre à un moment donné le fait que la médecine a été un échec parce que nous n'avons pas réussi à faire vivre ou survivre le patient. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu... On n'en parle pas. Voilà, chacun doit encaisser ça. Il n'y a pas, vous voyez, quand il y a un élément grave dans la société, il y a des cellules de crise, des cellules psychologiques, des choses comme ça. Nous, on opère 1200 patients par an. On va faire un calcul simple. On a à peu près 2% à 3% de mortalité. Donc, vous voyez, il y a quand même une soixantaine de patients qui vont décéder dans le service, sous nos mains. Ça fait quand même un bus, si on veut avoir des références. Et il faut que vous soyez un médecin qui doit préparer l'ensemble de son équipe à supporter ça. Et comment on le fait? Accepter. Accepter. Donc, c'est ce côté mental comme qualité, une qualité physique, parce que c'est jour et nuit. Alors, bien sûr, on se relaie, mais quand vous avez opéré toute une nuit, le lendemain, on n'est pas suffisamment de chirurgiens pour ne pas opérer le programme qui était prévu. Donc, il faut quand même un peu de résistance physique. De plus en plus, on essaye de s'organiser dans ce sens-là, mais il faut cette résistance physique. Donc, un mental, un physique, et puis une appétence pour le métier, quoi. Ça nous amène à une autre question, d'ailleurs, là. La place des femmes dans la chirurgie cardiaque aujourd'hui, peut-être de manière plus générale.
Alors moi je pense que les femmes ont une place à part entière dans ces métiers. L'idée c'est simplement d'arriver à la définir par rapport à ce qu'étaient les canons de la culture homme-femme et de positionnement. C'est toutes les questions qui sont des questions de société aujourd'hui. Mais je suis très heureux de le dire parce que voilà, dans le service, on a notre première femme chirurgienne qui a eu son bébé. Donc la chirurgie cardiovasculaire et thoracique rennaise est contente parce qu'on a une maman chirurgienne et qu'elle a pu le faire avec un épanouissement total. Ce petit bébé a 3 ou 4 mois maintenant. Donc ça me fait très plaisir. Mais derrière, il y a déjà d'autres femmes chirurgiennes dans le service. Nous avons 3 femmes chirurgiennes qui sont des chirurgiennes à part entière, qui organisent leur vie, qui organisent leur épanouissement. Et aux côtés de ça, la société a évolué parce que les hommes qui les entourent sont des hommes qui ont aussi évolué dans leur mentalité. Donc c'est pas est-ce que le métier est fait pour les hommes ou pour les femmes. Je crois qu'avant tout, on doit être chirurgien. Et la chirurgie impose elle-même ses contraintes, sa discipline, et que s'il y a des femmes qui sont ouvertes et qui ont les qualités, c'est même pas ouvertes, c'est qui ont les qualités pour assumer ça, eh bien elles ont leur place à part entière. Alors bien sûr, avec j'enjolive les choses, mais il faut du temps, il y a des contraintes de maternité qui sont évidentes, donc l'équipe doit s'organiser pour permettre que la chirurgienne, au moment où elle le décide, ait envie d'avoir un enfant et elle peut l'avoir sans que. Parce qu'on l'imagine bien, quand vous perdez, enfin pas quand vous perdez, mais quand un chirurgien n'est pas là, eh bien c'est une masse de travail supplémentaire parce que nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux et il n'y a pas beaucoup de gens qui accèdent à ce métier. Vous le disiez, là je suis président de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. C'est 21 chirurgiens qui rentrent en formation par an pour le territoire. Et combien de temps il faut pour... 15 ans. 15 ans. 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui est quasiment incompressible. Qui est d'acculturation, d'évaluation des capacités techniques, parce qu'il faut aussi une certaine dextérité, et c'est vraiment 15 ans. Vous avez 6 à 7 ans de médecine générale, puis ensuite 5 ans d'instruction chirurgicale, et ensuite encore 3 ans pendant lesquels on vous révèle comme chirurgien encadré, avant de dire vous pouvez vous installer. Alors pour que ce soit clair quand même, ça veut pas dire que pendant tout ce temps-là... on est sur le banc de l'école à avoir des interrogations écrites et des cols et des problèmes. Non, pas du tout. Et ça, c'est très important, Jean-Louis et Félix, vous avez raison. C'est que pendant ces 15 années, vous êtes dans un endroit où vous aviez rêvé d'être et vous avez envie d'être. Donc, bien sûr, il y a des contraintes, bien sûr, c'est difficile, mais vous apprenez votre métier. C'est une espèce d'alternance. On apprend la théorie et puis on est au sein de l'hôpital pour pratiquer. Donc voilà, mais ça veut dire que on rentre en médecine en général si on est reçu les premières années, on a 18-19 ans. Vous allez faire 6 ans de médecine générale qui va vous amener à 25 ans. Et puis derrière, vous allez enchaîner par 5 ans d'internat. Donc en 5 étant ou 6 payé, ans d'internat en étant rémunéré, mais comme une alternance, c'est la rémunération d'une alternance. On n'est pas, je crois qu'un interne aujourd'hui, s'il compte pas ses gardes, il doit toucher, donc on a dit qu'il avait 24-25 ans, il doit toucher 1800 € par mois, plus ses gardes qui doivent l'amener à 2300-2500 € par mois. Donc c'est une alternance de qualité, mais il y passe des heures et des heures. Et il est évalué chaque année pour arriver à, je vous dis, 32, 33 ans. On lui donne un diplôme qui lui permet d'aller soit s'installer en clinique, soit de rester à l'hôpital. Moi, en tant que patient, enfin ex-patient, j'ai vécu, j'ai été quand même dans votre service pendant 3 semaines, parce que j'ai attendu 2 semaines avant d'être opéré. J'ai vécu, c'est à l'hôpital bien sûr, mais une qualité de relation humaine absolument exceptionnelle de la part de tout un chacun, de toute une chacune. C'est magnifique.
Tout à fait. Donc, je le disais, voilà, on a eu cette culture-là, on a eu cet enseignement-là qui s'est pérennisé entre le professeur Loger, le professeur Le Guerrier et moi maintenant et l'équipe qui m'entoure, parce que je pourrais pas faire ce travail-là si j'avais pas les qualités de cette équipe. Mais c'est vraiment un mot d'ordre. La relation humaine, le traumatisme, on le disait tout à l'heure encore, de cette alternance vie-mort, fait qu'on ne peut pas ne pas être humain. Et pourtant, malheureusement, je le dis toujours, ce sont des hommes qui soignent des hommes et des femmes, des hommes et des femmes qui soignent des hommes et des femmes. Donc, on a les fragilités, comme tout à chacun, des personnes à un moment donné. Et il se peut qu'en nous écoutant, des gens disent « Ah ben oui, il a bel air, mais moi, quand j'y étais, ça n'a pas du tout été ça. » Et je le reconnais, il se peut que des fois, eh bien, pour des raisons, des circonstances, on ne soit pas au top. Et l'idée est d'y être le plus souvent possible. Et que, en effet, si des gens l'ont mal vécu, on s'en excuse. Mais encore une fois, nous sommes des hommes et des femmes qui soignons des hommes et des femmes, avec toutes les fragilités et aussi toute l'excellence que ça peut apporter. Et je vous remercie, Félix, d'en témoigner. Pour toute l'équipe. Pour toute l'équipe. 95.9 FM, c'est Radio Laser. Alors nous sommes toujours avec le professeur Verroy dans Voyage extraordinaire au pays des sciences et nous parlons aujourd'hui de chirurgie cardiaque. Alors peut-être que on peut prendre maintenant la question de la recherche. Puisque vous êtes non seulement chirurgien, mais vous êtes aussi chercheur, et avec une très très grande motivation pour ça. Et donc la recherche aujourd'hui et demain, dans quelle direction elle peut nous amener dans ce domaine très particulier? Alors, la recherche, je pense que c'est un élément essentiel. On ne peut pas être une discipline hospitalo-universitaire si on n'a pas les qualités d'ouvrir 2 champs d'action en plus de la médecine, qui sont la pédagogie, l'enseignement, et essentiellement aussi la recherche. La médecine va évoluer parce que il y a 2 éléments qui sont essentiels dans la médecine. Il y a la prévention médicale, ça je dirais que c'est la recherche sociologique, comment faire pour ne pas tomber malade. Comment faire pour ne pas tomber malade? Et ça, c'est un élément de recherche qui est important parce qu'il passe par l'éducation. Il est des fois dommage qu'en terminale, des gens se rappellent encore de Marignan en 1515 et ne savent pas de quel côté dans leur corps est la rate. Ne savent pas dans leur corps de quel côté est le foie. Et le foie. Est-ce qu'on a 2, 3 ou 4 reins? Et par contre, les gens connaissent le vase de Soissons. Alors, je crois que là-dessus, il y a un effort à faire qui est essentiel en pédagogie, c'est que l'on doit reprendre la culture du corps humain. On a maintenant des outils énormes pour pouvoir démocratiser ça, arrêter de mettre un mur entre la physiologie normale et la maladie, et que lorsque on aura enseigné à des jeunes depuis leur plus tendre enfance qu'il y a un rapport très proche entre la physiologie et la pathologie et que beaucoup de maladies peuvent être évitées si on a conscience de comment on fonctionne et ça aidera essentiellement. Et puis, il y a la recherche technologique. Cette recherche technologique, c'est comment je fais pour essayer de redonner des moyens de vie normale à un individu qui, à un moment donné, connaît le désarroi de la maladie. Alors là, je crois qu'encore une fois, à Rennes, puisqu'on est en Bretagne, mais à Brest, ça se fait également, et à Nantes, on a les hôpitaux universitaires du Grand Ouest, qu'on appelle Hugo, qui ont su se rassembler parce que dans chaque discipline, il y a eu des émergences locales qui ont fait que la recherche s'est tout de suite affiliée à la médecine. Et le problème était majeur, c'était le discours et le dialogue, c'est-à-dire quelles sont les finalités du chercheur, quelles sont les finalités du médecin. Alors le médecin avait tendance à penser que le chercheur, il suffisait de lui demander une chose et puis tac, ça sortait instantanément parce qu'il avait un cerveau, les mathématiques, la physique, la chimie, et là on trouve tout de suite, et donc le médecin trépine toujours un petit peu en disant mais pourquoi vous ne m'avez pas trouvé ça? Et puis le chercheur à un moment donné a dit mais attends, c'est de la mécanique, le bonhomme c'est pas tellement le problème, du moment que je t'ai fait le calcul, t'appliques et ça marche.
Et bien sûr, on a compris très vite que c'était pas possible et qu'il fallait que tout soit mêlé régulièrement. Donc là, avec Jean-Louis Quatrieux à Rennes, et notamment en chirurgie cardiovasculaire et thoracique, avec les cardiologues, avec les pneumologues, avec les chirurgiens, on a mis en place des temps de recherche où il y a un vrai partage entre chercheurs et médecins. Et l'orientation qu'a pris Rennes, c'est toute l'imagerie, toute l'évaluation de l'imagerie. Vous savez que quand on vous opère, on vous fait des radios, des scanners, des échographies, des Dopplers. Tout ça, ce sont des sommes d'informations importantes qui n'étaient pas exploitées. Et aujourd'hui, le mathématicien, le physicien, l'algorithme va permettre de pouvoir disposer de tous ces éléments-là, de les croiser entre eux et de pouvoir, au moment d'une intervention, les superposer sur un écran, sur la vision que l'on a directe des organes pour pouvoir améliorer le geste technique. Et maintenant, on arrive avant l'intervention. La technologie de la recherche a permis de planifier les interventions. Avant, le chirurgien, ça veut dire, c'est chiros, c'est les mains. Donc, on ouvrait, et puis on avait la connaissance de l'anatomie, parce qu'on avait passé des heures à faire de l'anatomie, et on savait à peu près où étaient les artères, les veines, et on découvrait sur le patient ce qui se passait. Maintenant, l'imagerie nous permet de savoir avant ce qu'il y a à l'intérieur du patient. Et donc, de préparer les interventions, de sécuriser l'intervention. Et la recherche en imagerie, nous avons à Rennes un laboratoire INSERM qui s'appelle le LTSI, avec une division qui s'appelle Impact, et qui est une division qui est née il y a une vingtaine d'années, un quart de siècle maintenant, et qui a permis justement au quotidien de discuter avec ce que nous apportait l'imagerie avant l'intervention. Et aujourd'hui, on est quasiment prêt, avant l'opération, de savoir exactement où sont les éléments, y aller directement et puis les préparer. Et cette façon de maîtriser l'image avant nous a permis aussi, et vous voyez le lien que je fais avec la pédagogie, c'est qu'en ayant la capacité de préparer une intervention avant, ensuite on peut dupliquer ces exemples et entraîner les jeunes chirurgiens en faisant de la simulation et en travaillant sur des exemples concrets qui ont déjà été opérés, mais que le système de l'imagerie, le système de la technologie et de l'assistance technologique d'ordinateur pour la chirurgie va permettre de former. Donc à la fois on recherche et à la fois on développe des outils qui nous permettent de préparer l'intervention, de la simuler et de former l'individu avant. Alors, il y a une plateforme particulière qui a été développée à Rennes qui s'appelle le Terra Image, je crois. Il y en a une autre qui est en gestation dans le prochain contrat de plan État-région. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça exactement, mais oui. Ça fait partie évidemment de la base sur lesquels on peut construire de nouvelles choses. Oui, c'est vraiment un élan de connexion entre la recherche et la médecine. La plateforme aujourd'hui est une plateforme qui nous a permis d'obtenir un matériel très sophistiqué. Il faut savoir que le moindre matériel de radiologie ou d'image opératoire, ce sont des millions d'euros qui sont investis dans une machine avec une maintenance qui est de l'ordre de 10% lent. Donc tout ça a un coût énorme. On dit toujours la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et c'est vrai, parce que ce sont des investissements. La santé ne rapporte rien, si ce n'est de permettre à un individu d'être en vie, mais elle n'est pas monnayable. Ou alors les pays qui la monnaient créent de la ségrégation, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas avoir accès. Nous, on est un pays où tout le monde peut avoir accès à la santé et une santé de qualité. Souvent, on dit l'accès à la santé, oui, mais il faut une santé de qualité. Et là, la plateforme Terra Image nous a permis d'acquérir du matériel de grande qualité et qui est utilisé en application pour les patients et qui est utilisé à certaines plages horaires pour la recherche. Et ça, c'est fondamental. Et le nouvel hôpital et la nouvelle plateforme qui se monte sur Rennes, a permis de monter un nouveau bâtiment de technologie médicale et en même temps un nouveau bâtiment de recherche pour la biotechnologie. Et ça, c'est essentiel pour les jeunes qui vont rentrer dans le cursus. On peut peut-être regarder un peu plus largement à ce moment-là ce qui se passe au niveau du monde. Vous êtes allé à l'étranger, aux États-Unis, dans une des universités les plus prestigieuses américaines, à Stanford.
Qu'est-ce que vous avez vu là-bas et qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde dans le domaine de la chirurgie cardiaque? Alors oui, j'ai eu la chance de passer 18 mois à Stanford. Les États-Unis, au moment où j'y étais, c'était le début des années 2000, avaient cette capacité de cristalliser des énergies du monde entier. Et donc, ce qui m'avait le plus impressionné, c'était le fait de pouvoir mélanger tant de cerveaux différents, de cultures différentes, mais tous guidés par la volonté de trouver. Et de chercher avec des moyens des choses. Et au début, quand je suis arrivé, j'étais un peu frustré avec mon esprit un peu franchouillard en me disant mais comment ça se fait que eux ils arrivent à mobiliser autant de fonds, autant d'énergie et autres. Et puis après, passé 18 mois, j'ai eu un autre recul et une autre appréciation des choses. C'est-à-dire que nous, on avait la chance aussi de permettre à nos populations d'accéder aux soins. Et que ça, c'était une dépense d'énergie et d'argent important. Et qui forcément était émietté et écorné les budgets de la recherche fondamentale. Mais quand j'ai été là-bas, en effet, c'est là-bas qu'on développait à Houston le cœur artificiel. C'est à Stanford qu'était née la greffe cardiaque. La greffe cardiaque est née à Stanford avec le professeur Shumway qui s'est fait voler la première par l'Afrique du Sud à l'époque. Mais il faut savoir que avant que Barnard ne transplante, il avait passé 3 mois à Stanford à regarder comment les gars faisaient, et les gars n'avaient pas eu l'autorisation, alors qu'en Afrique du Sud, l'autorisation a été donnée. Voilà, ça c'est des challenges de la science, mais par contre, voilà, ce sont des équipes solides qui investissent énormément et qui obtiennent des résultats, parce que des gens comme moi j'étais avec un Chinois, avec à l'époque un Yougoslave, un ex-Yougoslave, et on était au labo 24/24, quoi. Donc il y a ces dynamiques qui sont capables de cristalliser. En France, on y arrive par d'autres moyens. Ce qu'il faut, c'est d'arriver à peut-être moins émietter. En France, on a l'impression que chaque chercheur est presque une république, quoi. Donc, quand il faut fédérer, c'est compliqué. Chaque université est un pays. Et donc, on a déjà du mal avec l'Europe, alors on imagine. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a des vrais projets pour essayer de réduire un petit peu ce morcelage de la recherche et essayer d'avoir des grands axes nationaux auxquels viennent s'agréger les régions qui sont intéressées ou qui ont à un moment donné des ressources humaines. La société française a évidemment un rôle à jouer là. Oui, exactement. On travaille pour ça. Aujourd'hui, on a dit, voilà, on veut organiser les différents chapitres et on fait bouger nos chirurgiens-chercheurs sur une zone. Rennes et l'aorte et le cardiovasculaire est très réputé. Donc des gens viennent là et il faut qu'on arrive justement à réorganiser le panorama national. Et alors, au-delà du national, les relations avec l'étranger, parce qu'on entend beaucoup, des fois, des équipes qui vont dans un pays pour aider, parce qu'ils n'ont pas les technologies ou ils n'ont pas les ressources humaines pour le faire. Est-ce que la société française a, elle aussi, des liens spécifiques avec certains pays? Tout à fait. Donc on est en relation très proche, bien sûr, avec les États-Unis, avec l'Inde et avec la Chine et le Moyen-Orient. Donc dit comme ça, c'est assez banal, mais nous envoyons régulièrement. Moi, par exemple, j'ai été à Stanford, mais j'envoie un de mes élèves au Japon, un autre va partir à New Delhi. Et là, il y a des vrais échanges qui se font et nous recevons régulièrement des gens alors les États-Unis, ils aiment bien recevoir, par contre ils bougent un petit peu moins, en tout cas sur la chirurgie. Et puis la chirurgie en France est quand même quelque chose qu'on maîtrise bien. La France est reconnue dans le monde pour sa chirurgie au sens large, pour la chirurgie cardiaque forcément avec Monsieur Cabrol et Monsieur Carpentier. Il y a eu une aura internationale de la chirurgie cardiaque française. Donc on reçoit beaucoup de monde en formation. Moi j'ai aujourd'hui 3 étrangers, si je peux dire, 3 collaborateurs qui viennent d'autres pays, qui viennent pour apprendre. Et nous repartons ensuite aider à former. Je crois que ça, c'est un élément important. La chirurgie au sens large, c'est quelque chose qui répond en fait à des pays où la politique de prévention n'est pas bien développée. Pourquoi ? Parce que la chirurgie va opérer ce qu'elle voit.
La prévention médicale fait qu'on arrive à soigner avant que l'on voit. On est dans le microscopique et la chirurgie est dans le macroscopique. Donc c'est vrai que nos qualités de chirurgien, nos techniques intéressent des pays qui n'ont pas encore développé toute leur médecine de prévention et pour lequel eh bien des tumeurs se développent, des maladies cardiaques se développent. La prévention du rhumatisme articulaire aigu, depuis les antibiotiques après la guerre, nous n'avons plus de rhumatisme articulaire aigu en France. Ces rhumatismes articulaires aigus, c'était des enfants qui faisaient des angines et à qui on ne donnait pas d'antibiotiques ou il n'y avait pas de pénicilline. Et ils développaient des maladies cardiaques dans le temps. On voit plus ça en France. Par contre, dans des pays qui sont en voie de développement, on va en voir beaucoup. Donc on sait comment opérer ces cœurs-là, par exemple. Je pensais aussi à l'aspect humanitaire, oui, qui est quelque chose de très important. Et là, on est dans un contexte, en plus, très très particulier. Est-ce qu'il y a des opérations qui ont pu être menées avec la société française dans ce cadre-là? Exactement. Donc, par exemple, quand le Liban a été en période difficile, la société française s'est instantanément mobilisée pour récupérer les internes qui étaient en formation, les jeunes chirurgiens qui étaient en formation au Liban et qui, pendant un moment, pendant les événements qu'on a connus, n'avaient plus de moyens d'être formés. On a créé un pont tout de suite pour que, pendant le temps de récupération du Liban, ils puissent continuer d'avoir leur formation en accord avec nos collègues chirurgiens libanais qui officient en France. Ça, c'est une chose. On est en train, justement, aujourd'hui, de repérer avec l'Ukraine s'il y a des problèmes il y en aura de continuité de la formation des médecins pour pouvoir organiser des circuits et des récupérations des jeunes chirurgiens ukrainiens pour leur dire, ben voilà, sauf que pour l'instant, nos jeunes collègues chirurgiens ukrainiens sont mobilisés. C'est quelque chose qu'on n'avait plus entendu depuis longtemps. Mais là, ils sont mobilisés pour être dans les hôpitaux de campagne. Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est déployer peut-être, probablement, soit des chirurgiens militaires, soit des chirurgiens civils sur les pays limitrophes, la Roumanie et la Pologne, pour venir aider les Polonais et les Roumains dans des hôpitaux de campagne pour peut-être apporter du soin. Voilà. Mais en tout cas, la société savante, elle, se met à disposition instantanément, en fonction, bien entendu, de ce que le Quai d'Orsay nous impose ou pas, pour donner et partager notre savoir et nos compétences. Félix, je ne sais pas si tu avais des questions ou des commentaires. Peut-être un message tout simple aux jeunes filles et garçons qui nous écoutent. Donc, je pense que déjà, l'état fille ou garçon n'est pas une limite pour pratiquer ce métier. On se sent l'âme d'un chirurgien. Il y a un moment donné, on a une appétence pour le soigner, pour le soin, pour les plaies. Ça commence comme ça. Moi, je me rappelle, ça ne me faisait pas peur de faire un pansement. J'avais envie quand quelqu'un tout de suite avait voilà. Donc, on a cette appétence-là quand on est jeune, et puis ça mûrit. À un moment donné, pour certains, elle s'évapore, parce que l'individu devient ce qu'il est. Et puis pour d'autres, elle reste. Et là, on est en terminale, on est en première, on est en troisième. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'aller pratiquer ces possibilités qu'on a, d'aller faire des stages dans les hôpitaux, dans les cliniques quand on est en troisième, quand on est en première. Il faut essayer d'aller découvrir ce monde-là. Et puis, il y a aujourd'hui des organismes, je sais qu'en Bretagne, il y a un système qui s'appelle Tremplin, qui permet à des jeunes qui ont une appétence ou qui se sentent une vocation d'aller discuter avec des médecins, avec des infirmières, avec des aides-soignantes, pour dire, voilà, regarde ce qu'est le métier et embrasse-le. Voilà, j'ai envie de dire ça. On parle toujours du hug. Aujourd'hui, il y a toujours des manifestations hug. Eh ben, je crois que on doit embrasser la médecine, on doit embrasser la chirurgie, parce que on sent que c'est l'endroit où on va être bien. Le parcours est long, mais comme vous l'avez très bien dit, il est rémunéré quand même régulièrement. Il a des contraintes. Mais on apprend petit à petit à jouer avec ces contraintes. Et puis il reste quand même magnifique et féerique parce que instantanément vous aidez l'autre. Je dis voilà, quand on vous voit repartir du service avec plus cette anxiété, avec se dire je vais peut-être repartir et que 11 ans après je vous revois là comme ça, ben voilà, j'ai pas besoin de gagner énormément d'argent, j'ai pas besoin d'essayer de gesticuler pour exister. Je vous vois et je me dis mince, cette équipe a permis ça, et aujourd'hui c'est ce monsieur-là qui était fragile quand il était dans le service qui me permet aujourd'hui de venir exprimer les choses. Donc c'est rien que ça donne envie, quoi. 95.9 FM, 95.9 FM,
c'est Radio Laser. Radio Laser. L'émission donc Radio Laser bien entendu, mais il y a un partenariat aussi avec Unidiver et qu'on retrouvera donc cet entretien sur 2 plateformes et une manière de multiplier finalement les auditeurs. Voilà, merci Jean-Philippe. Merci à vous. Beaucoup, ça a été une très très belle émission, je pense, et beaucoup d'émotions, beaucoup de convictions, beaucoup de passion. Et je crois que c'est ça qu'on aime. Au plaisir d'un prochain voyage. Oui, je pense que nous irons voyager dans un autre univers, mais qui est aussi très important, je crois, pour l'humanité, qui est celui des semences, des plantes, de la manière dont on traite aussi la terre, quelque part, et à travers la terre, l'humanité. Merci à vous deux. Et puis... pas au plaisir de vous rencontrer à l'hôpital, mais au plaisir de vous rencontrer ailleurs. Ça sera vraiment une joie. Au revoir.